Voilà, le président Denis Sassou Nguesso qui est en train de sortir du palais du peuple, plus précisément, après s'être séparé du président, le professeur Pascal Lissouba. Le président sort du palais du peuple. Il est absolument difficile. Ce jardin qui est saccagé. Eh bien, mesdames et messieurs, voici donc le moment tant attendu, la sortie officielle et définitive du président Denis Sassou Nguesso de sa résidence. Le président Denis Sassou Nguesso qui sort donc au milieu de cette masse, de cette marée humaine qu'on a du mal à évaluer et qu'on a du mal à décrire absolument tellement il y a du monde. Eh bien, c'est le moment tant attendu par les sympathisants et les militants du Parti congolais du travail. Ce moment qui n'ont jamais, qui l'ont été toujours important. Ils ont rêvé de ce moment. Et bien voilà, c'est ce grand jour aujourd'hui, c'est-à-dire accorder Antoine Christophe Fatou au président Denis Sassou Nguesso. En tout cas, des images de choc, les images d'une très belle sortie après avoir passé 12 ans à la tête de l'État congolais. Oui, en effet, des images qui parlent d'elles-mêmes. Et la difficulté pour le président Lissouba, c'est qu'il vient de prendre le pouvoir entre les mains d'un chef de l'État qui est encore très populaire. Mesdames, Messieurs, je vous signale qu'on a du mal, franchement, à contenir cette fourriade de jeunes, des jeunes pour la plupart des sympathisants du président de la République sortant.
et même l'armée complètement dépassée, Yves Roger Ibeka. Eh bien, nous sommes ici au niveau du marché et contre l'État. Alors, lorsqu'on regarde les images vers le Mosée Marien Ngouabi, en tout cas, c'est une marée humaine qu'on a la peine à décrire. Et cette marée humaine va donc devoir amener le président Denis Sassou Nguesso chez lui en Pila. Eh bien, je me demande dans quelles circonstances et est-ce que chacun aura les reins solides pour tenir. Eh bien, c'est ce que l'on va voir. Mais je crains qu'il y ait des accidents. Tellement il y a un monde compact. Et je pense que le plus important, quoi qu'il en soit, et peu importe comme ils le pensent et comme ils le disent très haut, c'est d'abord ramener le président Denis Sassou Nguesso, non pas dans un char, mais plutôt dans une limousine, chez lui à domicile. Yves Roger Ibeka, tu aperçois cette marée humaine, une foule bigarrée. Je vous dis que le jardin présidentiel a volé un éclat. Hein. Absolument, absolument. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on n'a pas pris le risque de mettre le président, lui demander de faire ce parcours de combattant qu'il aurait bien voulu faire. Vous voyez ce jardin qui se transporte pratiquement vers la résidence privée du président de la République en Pila. Lorsque vous parlez de jardin présidentiel, ça veut dire que tous les branchages ont été arrachés. Les fleurs et les branchages et tout ont volé en éclat. Et vers le mausolée Marien Ngouabi là-bas. Ah non, nous sommes vers le rond-point. Yves Roger Ibeka, c'est indescriptible. Hein. Bien, je pense qu'il y a un pouvoir ambulant. Je crois que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce pays, et surtout pour les vrais démocrates, ils doivent sans doute réaliser qu'il y a une image de Denis Sassou Nguesso que personne, absolument personne, surtout pas les militants du Parti Congolais du Travail et ses sympathisants sont prêts d'oublier. On peut même dire que le pouvoir est sorti du palais des plateaux pour s'installer en Pila. Absolument, je crois qu'on risque d'avoir deux pouvoirs, mais en fait en tant que bons démocrates, les Congolais sont capables de réaliser cet exploit, de se dépasser, de savoir qu'il y a réellement un président de la République et un ancien président de la République. C'est la relative jeunesse de cette foule, Antoine Kissita. À penser que si cette foule avait voté pour le président de la République, il n'y aurait pas match. Hein. Je crois que c'est une foule qui a été trahie par les élections. Beaucoup ont pensé à une victoire facile du président Denis Sassou Nguesso, mais sans pour autant réaliser que pour arriver à cette victoire, il faut remplir certaines formalités, c'est-à-dire avoir des cartes d'identité et aussi avoir des actes de naissance. Je ne sais pas si vous voyez cette foule qui est complètement massée devant l'ancien siège de l'Assemblée nationale. Je la vois, Antoine Kissita, et je signale que plus loin là-bas, on voit un chapiteau sur lequel est déjà monté Chairman avec son orchestre. Chairman donc qui va prendre le relais de cette foule pour annoncer les couleurs de cette grande fête populaire. C'est un carnaval, ça a été annoncé comme ça, c'est un carnaval. Monsieur le ministre, comment vous arrivez à interpréter un tel mouvement, comment vous arrivez à interpréter une telle mobilisation? Est-ce que c'est dû à une sorte d'émotion populaire, dû au fait que le président se souvenait d'être battu? Non, ils avaient, ces jeunes pour la plupart, ces militants, ils ne pensaient plus à la défaite, ils pensaient à la victoire. Pour eux, ils avaient un héros qu'ils ont retrouvé. À un moment donné, je crois qu'il y a eu comme un relâchement. Le président a senti quand même que et la conférence nationale et la transition ont été des moments qui ont fait douter de la capacité du président du PCT à rebondir. Donc à un moment donné, on sentait que les gens n'étaient plus tout à fait combatifs. Et votre reporter fait remarquer que certains croyaient que la victoire était acquise, et d'autres ne s'inscrivaient même pas sur les listes électorales, et n'avaient pas
de carte d'électeur, il n'avait pas de pièce d'identité. Il n'avait peut-être pas l'âge aussi. Et il n'avait pas l'âge. Mais enfin, ceux qui pouvaient voter ont été peut-être atteints d'une sorte d'apathie, je crois. À un moment donné, on a senti que les gens ne s'engageaient plus tout à fait. Et là, brusquement, je crois que c'est un peu le phénomène, vous savez, quand vous êtes dans les matangas en famille, bon, il y a des veillées, mais le temps fort, souvent, c'est la levée du corps. C'est à ce moment qu'on réalise la perte. De part, on se dit, oh, il a été battu, peut-être, bon, ben, ça veut dire quoi? Et puis le voir revenir. Ça a été un moment de forte émotion. Oui, c'est là qu'on réalise que finalement, il est parti, mais avec cette fois-ci, parce que le mort, il est mort, mais chez lui, c'est qu'on prépare une sorte, je pourrais développer ça plus tard, comme une reconquête. Et donc les gens se sont dit, vous n'êtes pas seul, on est là. Une démonstration de force, et qui a beaucoup frappé le président. Je me souviens que plus tard, il va évoquer cette séquence-là pour justifier sa détermination à continuer la lutte. Donc ce n'était pas une émotion populaire qui se traduisait à travers cette mobilisation. C'était vraiment une foule engagée. C'est pour dire, ne vous en faites pas, nous sommes debout, on va vous accompagner. Mais pour les batailles futures. C'était ça, un engagement pris officiellement pour dire, nous sommes là, vous pouvez nous mobiliser. C'est comme ça que j'ai d'abord un soulagement. Vous avez compris ça comme ça? Ah oui, d'abord un soulagement de voir que leur champion est finalement sorti indemne, malgré toutes les attaques. Et ensuite, de voir qu'il est encore disponible pour des batailles futures. Je crois que c'est un engagement qui a été pris. Madame la Présidente, Monsieur le ministre directeur de cabinet, Monsieur le secrétaire général près la présidence de la République, mon général, mes colonels, collègues officiers, sous-officiers, hommes de troupe, mesdames, messieurs, au moment où nous devons nous séparer, deux sentiments principaux nous animent. D'une part, cette douleur qui nous étrangle, car 13 ans durant, nous avons communié avec notre leader. Nous nous sommes aimés et avons constitué autour de celui-ci une famille dont les liens solidement soudés par le temps vont se dénouer ce jour par la force des choses. D'autre part, cette joie immense qui nous anime tous, joie qui s'explique par l'accomplissement sans faute de notre noble mais combien délicate mission. Quel honneur, quelle gloire pour ce digne chef d'État qui quitte le pouvoir dans une liesse indescriptible sans vouloir abuser de votre temps. J'invite très respectueusement notre commandant du détachement qui saura nous dire en des termes plus convenables l'importance de la cérémonie qui nous réunit ce jour. Hier, beaucoup de nos camarades nous ont quittés à cause de la dissolution du bataillon autonome de la sécurité garde présidentielle voulue par les forces du mal au lendemain de la tenue de la conférence nationale souveraine. La grande famille que constituaient les militaires en service à la sécurité rapprochée se disloque aujourd'hui.
suite au verdict des urnes. 13 ans et plus pour les uns, 10 ans pour les autres et 5 pour les plus jeunes nous ont permis de tisser des liens séculaires autour de votre excellence. C'est pour cela que nous nous permettons de dire que vous demeurez pour nous un père, un chef militaire pour qui notre estime est et demeure sans fin. En votre qualité de père, vous avez supporté nos caprices et accepté cette cohabitation combien difficile. En tant que chef militaire, vous avez été et demeuré pour nous un modèle. L'aboutissement du processus démocratique au Congo est un objectif pour lequel vous avez œuvré sans relâche et nous sommes convaincus que vous incarnez pour tous les Congolais une force politique incontournable. Notre souhait le plus ardent est que vous n'abandonniez pas la lutte politique au sein du Parti congolais du travail et espérons un jour reconstituer cette grande famille. Ça a été difficile, certes, mais nous pensons l'avoir accompli avec efficacité et dignité. Les nombreux événements que nous avons maîtrisés le démontrent. La grève du 11 novembre 1985, la succession des grèves syndicales d'avant la conférence nationale souveraine, la tenue de celle-ci, la cérémonie des obsèques des victimes de Mbugouti et notre participation effective à la campagne présidentielle. C'est pourquoi nous disons mission accomplie, mon général. Nos familles respectives se joignent à nous pour souhaiter à vous-même, à votre famille et à tous ceux qui vous sont sincères, santé, bonheur et longévité. Nous ne vous disons pas adieu, mais, mon général, au revoir. Chers amis, quand je parle des amis, j'entends les officiers, les sous-officiers, les hommes de rang, tous les civils qui ont accepté de se battre à nos côtés à un moment particulièrement difficile. Et on peut utiliser les symboles et dire qu'il s'agit d'une grande famille qui a tissé des liens qui ne se disloquent pas, j'utilise vos expressions, aujourd'hui, mais plutôt de liens solides qui demeureront toujours. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une séparation, j'utilise aussi votre expression, mais il s'agit plutôt de la poursuite des luttes sous d'autres formes. Donc, lien solide tissé pendant de longues périodes d'épreuves de lutte. La lutte qui se poursuit sous d'autres formes. Nous ne nous séparons donc pas et nous poursuivons la lutte. Je suis fier de vous parce que
avec vous et avec d'autres, des milliers d'autres, des dizaines de milliers d'autres, comme nous l'avons vu avant-hier, toute la nuit et hier, et même, je dirais, surtout pendant la campagne, de milliers d'autres. Nous avons pu comprendre ce que sont les hommes en réalité. Et puis nous avons eu le privilège de vivre ce que d'autres hommes ne vivront peut-être pas, parce que ce sont des scènes qui se produisent après leur mort. Mais nous avons eu le privilège de les vivre, de connaître les hommes. Parfois les plus intimes. Et pour nous, c'est un privilège. Imaginez simplement que des dizaines de milliers de jeunes, de femmes, d'adultes, même de vieux, qui ont marché avant-hier, se sont recrutés peut-être dans les milieux que le président connaissait le moins. Et ils se sont manifestés à des moments décisifs. Et cela, je les compte comme vous, parmi les fidèles. Les fidèles sont ceux de ces moments-là, et non pas ceux de la fête. Lorsque le commun des mortels a voulu caricaturer l'idée de lait et de miel, oui, et ce n'est pas quand coule le lait et le miel que l'on reconnaît les véritables militants, les combattants, les fidèles. C'est lorsque les temps deviennent durs. Et j'ai pu comprendre qu'au moment où la situation était difficile, périlleuse, vous êtes restés fermes à nos côtés. Voilà pourquoi je dis que nous ne nous séparons pas, et la lutte avec vous continuera sous d'autres formes. Et je serai ici, et cette maison restera toujours la vôtre où que vous serez. Et j'ai annoncé que je poursuivrai le travail de perfectionnement de mon parti. Je l'ai déjà annoncé à l'opinion nationale, pour qu'il continue de rester un instrument de lutte et de construction de ce pays. Donc je serai ici, je serai dans les régions, je serai partout, et vous serez avec moi où que vous serez. Cette maison restera la vôtre. Voilà pourquoi je dis que nous ne nous séparons pas. Ces derniers temps, il était devenu indispensable de faire en sorte que le repli de notre armée, le Parti congolais du travail, les sympathisants, les fidèles comme vous, que dans un moment de grande épreuve et de combat, il était devenu indispensable que notre armée fasse son repli en ordre, sans accepter de lourdes pertes. Et votre chef s'est employé à obtenir ce résultat. Il fallait accepter tous les sacrifices pour obtenir le repli en ordre.
sans de lourdes pertes. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer que cet objectif, nous l'avons atteint. Que les forces du mal qui voulaient détruire le Parti congolais du travail, son chef, les sympathisants, y compris vous, les forces du mal qui voulaient obtenir ces résultats-là ne l'ont pas obtenu. Le Parti congolais du travail ne sera plus jamais détruit. Et ses sympathisants non plus. Et c'est au prix de lourds sacrifices que ce résultat a été obtenu. Et nous continuons de nager, de flotter, comme me disait un ami politique ces derniers temps. Guesso, il faut, ce n'est pas un Congolais. Il faut toujours flotter, nager et garder toujours le plus longtemps possible la tête hors de l'eau. Et donc pour nous, c'est la lutte qui continue. Je dis avec vous, où que vous serez, quelle que soit la situation, frappez à ma porte, venez et je serai là, je répondrai. Je voudrais, au nom de la présidente, au nom de tout ce petit monde que vous avez protégé au prix de sacrifices. Je sais qu'il y a eu des sacrifices de votre part. Je voudrais, à mon nom personnel, vous remercier, vous féliciter, parce que vous avez fait preuve de courage, d'esprit de sacrifice et d'abnégation, surtout pour les simples combattants dans un climat, une conjoncture de crise. Ils ne se sont pas comportés comme des mercenaires, alors que dans la société entière, on voit des grands cadres, même des politiques, et surtout des politiques, se comporter comme des mercenaires. On les voit changeant de parti 4 fois dans le mois, selon les contextes. Et je vous félicite. Je vous demande de garder cette attitude partout où vous serez. Certains d'entre vous auront peut-être la possibilité de rester ici si les circonstances le permettent. À cela, je serai plus exigeant. Je serai plus exigeant pour ceux qui voudront rester, je serai plus exigeant parce que ce sera le moment le plus dur. Qu'il soit 10, 20, 5, 30, il faut que ce soit les éléments les plus durs, les éléments de caractère, parce que ce sera pour moi la véritable traversée du désert. Mais je promets que je traverserai dignement avec les hommes civils ou militaires qui accepteront de me suivre. Je ne vois pas le désespoir devant. Je vois plutôt une ambiance de lutte, de travail, qui
a toujours caractérisé notre jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons dû travailler plus de 30 ans aujourd'hui, 31 peut-être, sans prendre de congé, de repos, jamais. Peut-être que nous ne le prendrons pas, ou très peu. C'est cela, l'ambiance qui nous a toujours caractérisés et qui nous permet toujours d'être optimistes avec ceux qui nous ont toujours suivis. Jamais situation n'a été facile pour nous. Jamais on ne nous a servi sur le plateau la victoire ou le succès. Nous avons toujours lutté et nous l'avons toujours mérité. Et ce sera toujours ainsi avec les hommes qui accepteront de nous suivre. Pour moi, c'est un jour de joie plutôt, parce que nous allons prendre tout à l'heure un pot, pas pour nous séparer, mais pour fêter. Pourquoi? L'extraordinaire, ce que d'aucuns ne comprennent pas, que la fête soit chez nous. Effectivement, la fête est chez nous. Je vous invite donc à prendre un pot, parce que c'est la fête chez nous, puisqu'elle marque le début d'une marche de combat. Et rien d'autre, ni le deuil, ni le désespoir, ni les larmes, rien du tout. Le peuple n'a pas dit que c'était ainsi. Et nous allons prendre ce pot pour votre santé, la santé de vos familles, pour le succès dans vos carrières, car il faut que vos carrières se développent normalement partout où vous serez. Nous allons prendre un pot pour le succès de toutes les entreprises que nous allons engager à compter de ce moment. Et parce que, comme disaient toujours nos amis, c'est toujours la lutte toujours, et la victoire sera toujours de notre côté. Je garde cet optimisme et je souhaite que vous, à votre tour, vous le gardiez aussi. Je vous remercie. Cérémonie émouvante, hein, monsieur le ministre. Mais alors, parlez-nous de cette cérémonie. Vous êtes dans quel état d'esprit Je suis pendant triste. cette cérémonie? Le président a dit que c'est la fête. Moi, j'étais dans un état d'esprit qui n'incitait pas à la fête. C'est vrai, j'ai bu comme tout le monde, mais j'étais triste. Et pourquoi? Je venais de réaliser que là, c'était fini. Et jusque-là, dans le feu de l'action, on ne se rend pas compte qu'on est vers la sortie. Mais là, on se retrouvait en petits groupes. Et pendant qu'il parlait, je revoyais beaucoup de scènes. Il évoque là les sacrifices qu'il a fallu consentir. Je résumerai en 2 temps. D'abord, c'est comme ça que j'ai appris à connaître cet homme. Quand les premières grèves de la CSC ont commencé, tout le pays paralysé. En tant que directeur de cabinet, je suis allé le voir parce qu'on avait un principe. Quand on est collaborateur d'un chef, on ne vient pas lui poser des problèmes, on vient lui proposer des solutions. Et c'est à lui de trancher. Donc j'arrive, je dis c'est paralysé partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si ça dure trop longtemps, on ne connaît pas la suite. Et ce n'est pas comme ça qu'on va entrer en démocratie.
Il m'a longuement parlé et à la suite de cela, je devais rencontrer le secrétaire général de la CSC pour proposer un marché. Le président va intervenir pour annoncer que le congrès de la CSC allait reprendre. Dès le lendemain, et en contrepartie, le chef de la CSC devait inviter les travailleurs à rejoindre leur lieu de travail. Je suis allé à Canossa. C'est vrai, c'était difficile, parce qu'en pareille circonstance, comme le président voulait avant tout la paix, parce qu'il se disait les batailles politiques, c'est à venir, c'est pas maintenant. Peu importe celui qui va arriver au pouvoir demain, pourvu qu'il trouve un pays debout, au travail. Il faut donc oublier l'orgueil de soi. Il faut s'humilier. Et on est allé proposer cette solution. Donc on a dû, j'utilise le terme, qu'on est allé à Canossa, mais on a sauvé la paix, parce que ça allait mal se terminer. Ça, c'était la première épreuve. Une autre épreuve qui me venait à l'esprit quand il parlait, quand le président s'adressait à nous, c'est une des séquences de la conférence nationale. Les esprits étaient surchauffés. Humainement, pour lui, c'était difficile à vivre. Moi, je pensais qu'il ne devait pas suivre les propos directement à la télé, qu'il attendrait que le soir on vienne lui rendre compte. Mais il lui arrivait, c'est un homme, de suivre certaines déclarations difficiles à avaler. Les gens s'interrogeaient sur la conduite à tenir. Une fois de plus, je suis allé le rencontrer pour en discuter. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu tous les aspects et il me dit, c'est eux qui peuvent jeter la République dans la rue, m'insulter, me critiquer, me couvrir de ridicule, d'opprobre. Mais ici, nous sommes dans le dernier carré de la République. Nous ne pouvons pas jeter la République dans la rue. Je ne peux pas, moi, leur rendre la monnaie de leur pièce. Je ne peux pas les détruire parce que demain, où est-ce que nous allons trouver les dirigeants du Congo? C'est parmi eux. Donc on doit les ménager. Ah, c'est donc, si c'est moi qui ai apporté tous les malheurs du Congo, bon ben, je prends acte. Et je lui pose la question, je dis, Monsieur le Président, si je comprends, vous assumez. Il dit, je préfère. Je dis, d'accord, mais ça serait le mot d'ordre. D'où j'assume. Et c'était un moment fort. Et donc, quand il évoque ces moments difficiles, où il décrivait comment, parce qu'il dit qu'il connaît les hommes, on a vu s'éloigner au fur et à mesure beaucoup de ceux auxquels il était très attaché. Et puis on se retrouve là, cette scène, quand il évoque cela, je vous dis, ça me faisait de la peine. Et puis j'ajoute une chose, là il cite un ami africain qui lui a dit qu'il fallait toujours nager, garder la tête hors de l'eau. Oui. Un ami étranger, je crois. Un ami étranger. Un ami étranger. Ben, il m'avait dit aussi, et c'est ça qui nous orientait, que le président Houphouët-Boigny, pour ne pas le citer, elle lui avait dit, ben Sassou, lorsqu'un grand vent s'abat, ben, il ne faut pas rester debout, sinon il va te déraciner. Il faut se coucher, le laisser passer, et une fois qu'il est passé, tu te redresses. Et nous avions converti cela en une démarche. C'est l'attitude, la politique du roseau. Le roseau plie mais ne rompt pas. On avait dit, et vous allez tenir l'essentiel de sauvegarder la paix ici et de démontrer qu'on peut construire la démocratie sans passer par une épreuve de force. Nous avons travaillé dans cet esprit et en lui disant, bon écoutez, ce qu'on adopte comme attitude aujourd'hui, ça peut être payant demain, par exemple le recours. Peut-être qu'un jour, si tout va mal, le peuple congolais pourra penser à vous. C'était donc une attitude, une politique de recours. Mais là, je découvre, au moment où il parle, que ce n'est pas le recours, c'est la reconquête. Il est donc galvanisé par cette foule qu'il a accompagné. Oui. Il a reçu beaucoup de messages de partout qui l'encourageaient, parce qu'il a été exemplaire. Et à ce moment, la stratégie, c'est celle de la reconquête. Donc, on n'est plus... Il y a donc une inflexion, comme vous pouvez le sentir. Il n'est plus question de rester passif.
mais c'est l'offensive. Et c'est un appel qu'il lance, et je retrouve un homme prêt au combat pour sortir d'une épreuve difficile. Et tout cela me traversait la tête. À dire vrai, je suis resté tout le temps, la tête baissée. La seule fois où j'ai pu sourire, c'est quand j'ai trinqué avec lui. C'était un moment difficile. J'étais derrière lui avec le personnage Gérard Bitindou. Ça a été un moment où il invite ses forces pour dire ne vous découragez pas, je suis debout. Et il est sorti la tête haute. Et plus glorieux peut-être qu'au dernier moment de son mandat. Donc pour moi, c'était un moment à la fois de réflexion, mais de tristesse aussi. Je n'étais pas à l'aise. Merci pour votre contribution, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Voilà, votre contribution à l'histoire. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci pour votre fidélité à Grand Angle. Chers téléspectateurs, l'émission Grand Angle est notre bloc de souvenirs, surtout pour la nouvelle génération de Congolais. Demain, elle pourra à volonté en extraire la substance. Grand Angle est aussi et surtout le triomphe de la passion, de la recherche et de la volonté. Ici, le temps n'existe pas, seule l'histoire compte. Une fois encore, merci. Je vous invite à méditer sur ce proverbe africain. Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. Ainsi va le Congo. Une société, quel que soit son niveau de développement, aura toujours besoin des anciens. Au revoir et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci, Monsieur le ministre, pour votre contribution. Merci de m'avoir sollicité. Bon vent pour le restant de votre vie. Merci beaucoup. Merci. Go,